Merci d'être aussi nombreuses et nombreux, parce que ce n'est pas toujours évident. Dire donc que le SIAP, c'est un barbarisme peut-être, c'est le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne qui gère les, je vais vite, hein, les eaux usées de 9 200 000 habitants. Voilà. Et la coopération décentralisée, nous avons toujours eu, je suis élu depuis 2001, dans ce syndicat en tant que président, j'ai pensé qu'on n'était pas une banque, qu'il ne suffisait pas d'amener de l'argent puis de dire voilà, ça y est, la coopération est réalisée. Donc quand je suis arrivé, c'était un peu la conception précédente. J'ai pensé que coopérer, ça voulait dire écouter l'autre, comprendre ce dont il avait besoin, s'adapter au lieu, aux problèmes qui étaient posés, et amener, j'y tiens parce que malheureusement on a eu des exemples nombreux et coûteux, où on a adapté des technologies qui n'étaient pas adaptées au pays en question et aux localités en question, qui fait qu'on a gâché malheureusement beaucoup d'argent. Et ça veut dire aussi l'écoute de l'autre, l'échange, comprendre ses besoins, rester humble, ne rien imposer, tout en sachant ce qu'on devrait faire au bout. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la coopération décentralisée. On n'arrive pas, nous, occidentaux, avec des choses préconçues. On arrive d'une façon, je dirais, modeste, ouverte. Et c'est comme ça qu'on a au SIAP, du moins j'ai insisté sur ces aspects-là, pour que... Et c'est l'efficacité. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ouzoulias. Je pense que là, on a une introduction qui cadre effectivement le débat que l'on pourra avoir pendant cette séance d'1h30. Je voudrais simplement vous présenter, en passant par la gauche d'abord. Donc, monsieur, présentez-vous, monsieur Jean-Bosco Bazier, si vous avez un micro là. Voilà. Oui, merci Pierre-Marie. Je suis Jean-Bosco Bazier, directeur général d'Eau Vive, qui est une association intervenant dans plusieurs pays en Afrique et qui soutient les collectivités à la fois africaines mais aussi françaises qui sont engagées dans des actions de coopération, notamment dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Oui, bonjour, je suis Pierre Roger, donc élu du sud-ouest de Bordeaux, l'accent le donne de suite, membre de l'agence de loi d'Or-Garonne, président de la commission des relations internationales et effectivement président de régie d'eau et d'assainissement. J'ai très vite été contacté par les ONG en tant que membre du bassin d'Or-Garonne pour aller dans des actions de coopération décentralisée et de solidarité, tant en Afrique qu'au Proche-Orient, en Palestine et un peu ailleurs. Voilà. Oui, donc Gilles Poux, je suis maire de la Courneuve et par ailleurs, et c'est à ce titre-là que je suis ici, vice-président du syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est le premier syndicat des eaux d'Europe, on va dire les choses, premier producteur d'eau. Et qui est un outil engagé depuis maintenant près de 30 ans dans la coopération décentralisée. Et donc on continue avec la même conception que mon ami Ouzoulias. Merci, bonjour à toutes et à tous. Lux Rayano, maire de Soisy-sous-Montmorency, membre du CEDIF depuis 1983 et vice-président comme l'ami Gilles de ce beau syndicat qui est parti du principe que si l'on s'appliquait à assurer une eau de qualité pour nos 4 200 000 habitants de la région Île-de-France, eh bien, il y avait dans le monde plus d'1 milliard de personnes qui n'avaient pas de dispositif d'eau aménagé et 2 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable et que nous devions, nous, faire quelque chose. Et donc nous avons démarré dès 1986 et en prenant quelques risques dans l'illégalité la plus absolue, puisque nous étions à la merci de n'importe quel membre d'une association de contribuables qui aurait pu dire qu'il n'avait pas à financer
puisque il a fallu attendre pour nous 20 ans, la loi de 2005, la bien nommée Oudin-Santini, qui autorise les grands syndicats français à distraire 1% de leurs recettes maximum pour des opérations de coopération centralisée. Donc nous sommes heureux d'avoir été des pionniers et absolument dans le même esprit que ce qui a été décrit par le président Ouzoulias, c'est-à-dire des réalisations simples mais qui fonctionnent. Et sur les 225 installations qui ont été ainsi réalisées par notre syndicat, un bon nombre d'entre elles ont été des installations qui ont été remises en service et qui aujourd'hui fonctionnent. Et comme l'a souligné le président, il faut travailler avec un partenariat étroit, pas être là, dire on va vous montrer ce qu'on va faire, comprendre quelles sont les problématiques locales et s'appliquer à les résoudre avec les autorités locales. Bonjour tout le monde, je suis Omar Omadi, président de la Fédération des associations de gestion de l'eau en Union des Comores sur l'île d'Anjouan. Donc nous assurons, nous, la maîtrise d'ouvrage déléguée représentant l'État dans la mise en œuvre des programmes d'adduction en eau potable et en même temps nous appuyons les structures de gestion dans la gestion quotidienne des réseaux. Merci beaucoup. Donc là, vous avez le panel qui débattra de la question de la coopération extérieure des collectivités territoriales françaises et en quoi cette particularité de cette coopération peut amener justement un appui différent sur le long terme et un engagement à la fois, comme l'a souligné M. Ouzoulias, durable, massif et efficace au service des populations les plus démunies, notamment en Afrique, mais aussi dans d'autres territoires. Donc, je pense notamment en Haïti et un peu partout. Maintenant, pour continuer ce débat, je pense que je vais donner la parole à M. Pierre Roger qui pourra peut-être nous parler du rôle que peuvent avoir les agences de l'eau pour accompagner les collectivités territoriales. Et donc, à la fois de l'importance d'avoir des coopérations importantes, donc en appui à des grandes collectivités à la fois en Afrique et ailleurs, et puis aussi des opérations qui intéressent, je dirais, à la fois des petites communes françaises et aussi des petites agglomérations et des milieux ruraux en Afrique. Monsieur Pierre Roger. Oui, tout à fait. Déjà, je croyais qu'on serait plusieurs représentants des agences. D'accord, ok. Donc, je vais rappeler, effectivement, l'agence Adour-Garonne a été désignée par ses collègues agences de l'eau française pour être la coordonnatrice justement de l'organisation de la coopération décentralisée. Et nous avons, depuis la loi Oudin-Santini, pris l'engagement d'aller très rapidement dans des projets pour utiliser les 1% légalement mis maintenant à la disposition des collectivités territoriales et des agences de l'eau. Nous allons y arriver. Hier, nous avions un débat où nous disions que nous étions à près de 80% en France des objectifs atteints pour obtenir ces 1%. Pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, nous l'avons déjà atteint l'an dernier, d'ailleurs, il y a 2 ans, les 1% de budget. Alors c'est intéressant pour l'agence de l'eau. La difficulté que nous avons quand même, c'est de mettre en route mon grand, pas ma déception, mais enfin je pédale comme beaucoup d'autres élus pour arriver à faire partir les collectivités territoriales qui voudraient bien faire de la solidarité, de la coopération de solidarité, mais qui ne savent pas par quel bout la prendre. Donc nous avons un rôle d'animation là au niveau de l'agence de l'eau et de leurs élus à mener pour pouvoir avec la discussion dans nos collectivités territoriales, avec les associations d'élus, etc., faire prendre en compte ces possibilités d'aller vers l'action de solidarité et pas simplement les actions de solidarité, mais derrière les actions de gouvernance. Alors comment nous y allons, nous, à l'agence de l'eau Adour-Garonne? Nous sommes sur des actions de solidarité dans la plupart des pays actuellement. Nous nous sommes répartis avec les autres agences françaises des territoires où certaines agences sont plus, disons, en adéquation pour y aller parce on s'est répartis pour ne pas aller tout le monde au même endroit. Et par contre, on a mis en place une pratique, d'ailleurs avec un engagement aussi avec l'AFD, pour pouvoir informer nos collègues des agences à côté, quand ils vont dans un pays, systématiquement on se tient au courant où c'est qu'on intervient.
Voilà. Non, après, sur les territoires, la porte d'entrée est souvent la coopération de solidarité. Au départ, c'est une collectivité territoriale française, un syndicat qui est appelé à faire une action de solidarité. Mais très vite, nous avons le souci, comme vous le disiez, d'avoir des investissements qui soient pérennes. Et pour que des investissements soient pérennes, eh bien, nous n'allons pas rester le faire à leur place s'il y a le problème de la mise en place d'une gouvernance et d'une aide à une maîtrise de la gouvernance de cette action que nous avons aidé à mettre en place. Et très vite, nous avons, par exemple, ma petite commune, je suis maire d'une commune de 1500 habitants, de 1700 habitants, nous avons une action de solidarité au départ avec, en Palestine, au Proche-Orient, avec une commune de 25 000 habitants qui n'avait pas l'accès à l'eau potable. Donc nous sommes arrivés à mettre en place l'accès à l'eau potable, mais pour qu'il y ait une durabilité derrière, il a fallu très vite les aider à mettre en place une gouvernance. Et comme nous avons le modèle français, sans vouloir donner de leçons, mais c'est vrai qu'avec le modèle français de nos agences, notre fonctionnement, eh bien, nous sommes arrivés à leur faire prendre en compte le fait que bien, l'eau, c'était pas tout de donner l'accès à l'eau, mais l'eau, elle avait un coût. Il fallait que l'eau, elle paye l'eau, et puis qu'elle paye l'entretien pour que nos investissements de solidarité soient pérennes et puissent également être entretenus et avoir une durabilité certaine. Et c'est ce cheminement que nous avons systématiquement dans toutes nos démarches, quand nous rentrons par la porte de la solidarité, de s'assurer que par derrière, la gouvernance soit mise en place, aider nos amis chez qui nous intervenons dans les différents pays à mettre en place cette gouvernance et à les assister pour la mise en place de cette gouvernance. Monsieur Pou, vous avez peut-être aussi des éléments sur cet aspect de soutien à la gouvernance, l'appui que peut apporter le CEDIF dans ses différents projets? Oui, le CEDIF, je dirais chaque fois qu'on instruit des demandes qui arrivent, pour la plupart du temps des collectivités territoriales qui sont adhérentes au CEDIF, voire dans des opérations directes, mais la plupart du temps ça passe par, je dirais, les collectivités, c'est qu'effectivement quand on instruit les dossiers de financement, on crée les conditions de s'assurer que les investissements que nous allons mettre en œuvre puissent être pérennes. Et donc, nous avons, je dirais, au sein du CEDIF, des techniciens qui sont responsables de cette coopération et qui, dès l'instruction du dossier pour les investissements, examinent la capacité de pérennité de ces derniers. Avec cette volonté, comme ça vient d'être dit, d'examiner souvent comment créer les conditions d'avoir une prise en charge locale qui soit en responsabilité sur la question. Un dernier exemple, aux Comores par exemple, sur la région de Ouachili, on a financé avec l'Europe, je dirais, une adduction d'eau pour 7 villages. Sauf qu'au départ, la question c'est un investissement d'1 250 000 000. Le CEDIF avait financé à hauteur de 200 000, sauf que dès le départ, on s'est un petit peu heurté à la situation où ce projet qui était porté par une association de solidarité des Comores, la question du financement de la pérennité de l'entretien du réseau n'était absolument pas posée. Et le risque était grand que cet investissement, au bout d'1 an, 2 ans, parce qu'il y a, je dirais, un groupe électrogène qui tombe en panne, ne fonctionne plus. Et donc nous avons, je dirais, accompagné pour qu'il se crée sur place une association avec les représentants de chaque village, de façon à ce que, concrètement, il puisse y avoir une direction collégiale, partagée, débat avec l'ensemble des populations, et pour regarder comment la contribution de chacun pouvait permettre d'assurer la pérennité de ce système qui est mis en place. Et je crois que c'est une question assez forte, notamment, je dirais, dans les pays qui en ont le plus besoin, parce que jusqu'à ce que des installations se mettent en place, il n'y avait donc aucune organisation. Et donc la question de la structuration de l'organisation est une question vitale, de façon à ce que effectivement nos investissements puissent être pérennes. Et donc on s'efforce chaque fois
d'être dans cette dynamique-là. Merci. Monsieur Ouzoulias, à ce sujet là, donc de sortir un peu du projet pour aller vers la pérennisation de services dans les appuis que vous menez, je sais que le SIAP a une réflexion assez importante là-dessus, sur cette question de l'appui au service d'autres collectivités extérieures. Oui, je crois, ça vient d'être souligné là. Puis là, comme il y a des Cubains, ah oui, ils sont là, donc, puisqu'on coopère aussi avec la Havane et ses environs. On vient d'inaugurer il y avait une station d'épuration, on l'a modernisée. Et avec les autorités cubaines, on a beaucoup insisté pour qu'il ne suffisait pas d'inaugurer la station. Encore fallait-il que les gens soient capables de l'entretenir, de la faire fonctionner. Et je crois que ça, c'est un problème fondamental. Et cette expérience-là, nous l'avons depuis 2002 avec le Maroc. L'Office national de l'eau, maintenant, c'est de l'eau et de l'électricité, je crois, c'est ça. Et ils étaient venus nous voir en disant, voilà, on a des ingénieurs qui sont formés sur l'eau potable, mais sur l'assainissement, on n'en a pas. Donc, depuis des années, on forme des ingénieurs à l'assainissement. Mais je trouve que c'est la garantie que demain, toutes ces installations qui s'installent au Maroc ou ailleurs puissent fonctionner dans la durée. Quitte, mais en permanence en étant attentif avec eux sur quels sont leurs besoins, comment faire, etc. Parce que je vois au Liban, où nous coopérons beaucoup aussi, il s'est trouvé que... Je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est caricatural. Donc il ne faut pas le retenir. Mais vous avez toujours dans la communauté libanaise, la diaspora, des gens très riches qui ont installé des stations d'épuration high-tech, comme on dit. Malheureusement, l'électricité n'arrive pas tous les jours. Les réseaux d'assainissement n'arrivaient pas. Et au bout, ces stations n'ont jamais fonctionné. Donc voilà le contre-exemple. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire des choses adaptées au pays et en même temps former les gens pour que ça se poursuive. Je vais vous prendre encore un autre exemple parce qu'il faut être concret. À Hué, il y avait une décharge et il y avait des lixivias, enfin les résultats de la décharge. Et eux voulaient une station d'épuration qui soit bien, quoi. On leur a dit, mais non, nous, on peut trouver une solution avec des plantes et vous allez voir, ça va très très bien fonctionner. On a mis du temps à leur expliquer que ce n'était pas rabaisser un projet, mais c'était faire que ça soit adapté à leur situation. Aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a une personne pour le faire fonctionner. Et ils disent, on va en parler autour de nous dans les villes environnantes parce que franchement, c'est formidable. Donc, vous voyez, il y a tout un travail, je pense que dans la durée, pour faire fonctionner ce qu'on appellerait, après, je crois qu'il faudrait aussi qu'on parle, parce que ce qu'on amène là, ça amène aussi du développement économique. Je voulais dire, c'est pas seulement répondre aux besoins immédiats, mais ça permet aux gens de pouvoir, je vois dans une ville du Cameroun, ils ont fait des plantations, ils ont des potagers, ils ont des tas de choses qui, maintenant, une petite agriculture se développe. Donc, c'est pas seulement répondre aux besoins immédiats, c'est aussi développer la vie économique. Voilà, j'étais trop long. Non, pas du tout. J'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui on a une collaboratrice à la mission internationale, c'est son anniversaire. Bravo. Bien. Par rapport à ces expériences donc, de terrain, la manière dont on peut accompagner justement ces volontés de s'équiper, d'avoir des services qui durent à la fois en rural et en urbain, je donnerai la parole à Monsieur Bazier, donc directeur général d'Eau Vive, parce que l'enquête que nous avions réalisée au PSO il y a de cela 2-3 ans ont montré que 90% des actions de coopération qui se font en France se font en collaboration avec des associations et des ONG. Donc c'est important de voir comment justement cette collaboration s'articule et comment aussi grâce à ça on arrive à être plus efficace sur le terrain et avoir des actions qui durent dans le temps. Monsieur Bazier. Oui, bien, merci. Je ne pourrais pas parler du rôle d'Eau Vive, mais aussi d'autres ONG d'appui à ces coopérations.
sans d'abord situer un peu ce à quoi nous servons. Et l'exemple que je prendrai, c'est une coopération entre 4 collectivités locales, une au Burkina Faso, c'est une commune Zorgo qui est située à une centaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou, et 3 collectivités françaises. Zorgo étant de 55 000 habitants avec une partie urbaine et une partie rurale de 33 villages. Et vous avez en France la commune de Couéron du côté de Nantes, Verrières-le-Buisson et Bousbecq. Ce sont des communes qui sont de l'ordre de 5 000 habitants les deux, sauf Verrières-le-Buisson qui est de 17 000 habitants. Tout est parti en fait de l'appel du maire de Zorgo à ses partenaires du Nord qui étaient en jumelage coopération à l'époque. Après son élection, ce maire, il a dit, il les a appelés tous les 3 en leur disant « Eh bien moi, tout au long donc, de ma campagne électorale pour me faire élire maire, les populations ont vraiment souhaité que la situation change au niveau de l'eau et de l'assainissement. Alors, j'ai fixé donc dans mon mandat comme priorité l'eau et l'assainissement. Alors, si vous voulez bien me donner coup de main là-dessus, eh bien, c'est ce sur quoi je souhaite vraiment vivement que vous me donnez coup de main. Tout est parti de là. Et puis, à la fin, on a eu donc ce projet Zorgo qui a permis à 10 000 personnes nouvelles d'avoir accès durable à l'eau potable. 4 000 personnes qui ont eu également accès à des latrines chez elles. Un service technique communal eau et assainissement qui fonctionne très bien. Une commission communale eau, d'ailleurs, qui était d'ailleurs expérimentale, mais qui a été d'ailleurs étendue à tout le pays par décret, et élargie à tout le pays par décret, parce que cette commission communale s'est avérée vraiment importante pour permettre aux différents acteurs du territoire de discuter et donc d'envoyer au conseil municipal des propositions pour délibération. Et puis nous avons aussi le taux de recouvrement qui est passé de 0,3% à 40% sur la commune. Tout ce travail, bien sûr, ces résultats ont eu pour, bien sûr, ont pu être réalisés grâce à l'appui d'une ONG qui avait un pied au nord et un pied au sud, notamment au Vives, pour faciliter à la fois la mobilisation des acteurs du Nord, parce qu'il fallait que les 3 collectivités françaises apprennent elles aussi à se connaître, à travailler ensemble, à mutualiser, ce qui n'était pas évident, parce que chacune avait sa relation de jumelage, coopération directement avec Zorgo, sans forcément se connaître ce que faisait l'autre en France, et puis aussi mobiliser au Burkina, donc à Zorgo, les élus, mais aussi la population, et ensuite mobiliser les financements qu'il fallait, parce qu'à partir des moyens qui ne sont pas énormes, parce qu'en France, les 3 collectivités sont des petites communes qui ont des petits moyens aussi. Mais avec ça, et au Vives, nous avons pu construire des dossiers de projet, et il y a eu un effet levier qui a permis donc de mobiliser à la fois le MAE, le CEDIF, les agences de l'eau, l'AFD, etc., et qui ont permis donc sur une première phase de mobiliser 600 000 € pour le projet et une deuxième phase qui est en cours actuellement de 800 000 €. Donc vous voyez que c'est une combinaison à la fois d'acteurs, mais d'abord de volonté au sud, mais aussi au nord, et aidé par une expertise sur les questions de développement, mais aussi l'ingénierie de projet qui permet, in fine, d'aboutir à ces résultats concrets. Voilà un peu ce que je peux dire sur le rôle que peut jouer une ONG. Et puis, sans oublier le rôle aussi des associations locales en France, mais aussi à Zorgo, pour mobiliser les populations autour de ce projet. Il y a eu, par exemple, dans les communes en France, des marches pour l'eau qui ont permis de sensibiliser davantage à la solidarité. C'est ce que disaient d'ailleurs les agences de l'eau, parce que ce n'est pas évident, même si les élus s'engagent, ce n'est pas évident que les populations, enfin les citoyens de ces communes, suivent aussi l'élan de solidarité des élus, l'élan d'engagement des élus. Et donc il a fallu aussi qu'il y ait des actions de mobilisation en France, et puis aussi de la mobilisation à Zorgo,
comme le disait le président, chez nous aussi en Afrique, il y a une classe moyenne qui a émergé, il y a des gens qui ont un peu plus d'argent, il y a des ressortissants de ces territoires qui sont en ville au pays, mais aussi à l'extérieur, qui ont un peu plus de moyens. Et il fallait aussi les toucher pour qu'ils donnent un peu de leurs moyens pour aider les projets à se mettre en place. Voilà globalement ce que nous avons pu jouer comme rôle pour rendre effective cette coopération, fructueuse cette coopération, qui va au-delà de l'eau, mais qui permet aujourd'hui de parler société, de parler citoyenneté. Et aujourd'hui, cette coopération est en train de construire toute une dimension d'échange entre les jeunesses des deux mondes, Zorgo mais aussi française, qui malheureusement est mise à mal par la situation d'insécurité que notre région connaît de plus en plus, qui malheureusement n'est pas très de bon augure pour aussi la coopération comme nous le vivons. Nous souhaitons vivement que il se rétablisse une situation de stabilité pour nous permettre, du Nord et du Sud, de continuer à vivre cette solidarité formidable. Merci. Merci Jean Bosco. Donc je pense que là on a eu un témoignage riche. Est-ce que vous ne voudriez pas réagir un peu sur cet aspect de la coopération citoyenne et comment ça se passe sur vos territoires justement et comment les populations justement françaises sont impliquées grâce à ces dispositifs-là dans une sensibilisation, une meilleure connaissance de ce qui se passe à l'extérieur et aussi l'effet que ça a dans les services de la part des agents des services qui sont souvent, à la suite d'expériences comme celle-là, beaucoup plus contents de leur travail et beaucoup plus heureux de communiquer sur leur savoir-faire et leurs compétences. Oui, moi je voudrais donner l'exemple que je vis cruellement à l'agence de l'eau à Dour-Garonne et encore plus parce que comme nous sommes l'agence coordinatrice pour faire connaître toutes les interventions qui se font dans les différentes coopérations dans les différents pays, on le donne à l'ensemble des agences pour qu'on sache que là il y a telle personne qui a déjà été, enfin telle association qui a déjà été. Le problème que nous avons quand même dans les agences pour les élus, c'est quand nous parlons de la solidarité avec nos collègues élus en France, dans les collectivités, et que nous parlons de la situation mondiale de l'eau et de l'assainissement, quand nous rappelons par exemple que malheureusement, toutes les minutes, il y a 2 enfants qui meurent dans le monde de moins de 5 ans parce que l'eau n'est pas suffisamment assainie, etc. Les gens veulent faire de la solidarité et veulent participer à la solidarité. Ce que nous n'avons pas trouvé encore, et j'y travaille énormément, moi, à l'agence de l'eau et avec les associations d'élus, mais on n'a pas encore trouvé le lien. Comment aider, comment permettre à ces collectivités territoriales qui voudraient bien participer à la solidarité dans le cadre de la loi Oudin-Santini, les mettre en relation avec les projets possibles dans les différents pays, que ce soit en Afrique, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Amérique latine, etc. Ils voudraient bien s'engager sur un projet de solidarité, mais comme ils n'ont pas la connaissance, nous n'avons pas la connaissance en tant qu'élus des lois sur la solidarité, des leviers à prendre pour pouvoir amener des moyens, comment aller sur place, relever cela, etc. Ça, c'est le rôle des ONG. Et comment mettre en relation toutes les collectivités territoriales de France, comment les faire toucher systématiquement tous les ans par la journée mondiale de l'eau, etc., par les ONG pour leur dire, eh bien, nous avons des projets là, si vous voulez vous engager, vous pouvez venir, etc. Mais nous porter les projets. Comment faire connaître tous ces projets qui seraient susceptibles d'être aidés à l'ensemble des collectivités territoriales françaises. Ça, c'est quand j'en parle à l'Association des maires de France, c'est la grande blessure. Et quand j'en parlais avec notre ami Oudin, justement sur le grand succès de sa loi, mais le succès, il est utilisé par un très petit nombre de collectivités en France. Quand vous pensez que nous avons, sur la coopération, nous avons fait plus de 1000 projets et nous avons mobilisé 200 millions. Il y a eu de mobilisés d'investissements. Mais il pourrait être fait beaucoup plus sur le territoire d'Adour-Garonne. Il n'y a pas une réunion de comité de bassin où je ne parle pas avec mes collègues élus en leur disant tiens, quand c'est que vous venez, mais oui, mais porte-nous un projet, comment le connaître, etc. Voilà. Et donc c'est ce lien ONG et collectivité territoriale que nous n'arrivons pas à faire
alors qu'il y aurait tant encore à faire et tant de volonté de notre part en France d'aider justement à travers nos collectivités cette loi à pouvoir développer ces projets. Alors après, c'est vrai qu'au-delà de porter l'eau, comme tu disais tout à l'heure, porter l'eau et la porter assainie, comme vous l'avez fait, mais ça a une conséquence économique importante. On n'en a pas parlé, on en a parlé je crois un peu hier dans une intervention, c'est le problème de l'eau, et notamment en Afrique, ça mobilisait malheureusement pendant des années, ça mobilise le temps des femmes. Or, en portant l'eau dans les villages. J'ai vécu cela au Sénégal, à Sakal, où les femmes avaient 20 heures de travail pour aller porter l'eau. 10 heures pour aller chercher l'eau, 10 heures pour la ramener. Ils ont mis en place un système d'accès à l'eau potable avec un petit château d'eau, etc., qui est réparti. C'est les femmes. Nous, ici, elles ne sont malheureusement pas beaucoup nombreuses dans cette table. On n'est pas encore les exemplaires là-dessus. C'est les femmes qui gèrent l'eau. C'est les femmes qui gèrent à 17h le soir, de 17h à 18h, l'ouverture, l'accès à l'eau. Le reste du temps, c'est fermé à l'eau potable. Mais ça les libère de la corvée d'eau. Et donc, ça leur donne la possibilité de travailler au champ, de travailler au potager, etc. Et les libérer pour ça. Les enfants, pareil, ça leur donne plus de temps pour aller à l'école parce que les enfants de très jeune âge, on les utilisait pour faire aussi de la corvée d'eau. Alors que maintenant, en ayant mis l'eau, c'est des conséquences que nous n'avions pas vues au départ quand nous avons soulevé ce projet et mis en place ce projet. Et c'est après que nous avons découvert que ça avait aussi ce bénéfice économique-là sur l'organisation du pays. Alors après, il y a le problème de la gouvernance, comme vous l'avez dit. C'est vrai que j'étais étonné par exemple là, au Sénégal, de voir qu'ils faisaient payer déjà l'eau. Ils avaient mis en même temps le système de gouvernance. Ils faisaient très peu payer l'eau, mais suffisamment pour pouvoir entretenir, changer le robinet éventuellement une fois par an quand il fuyait, etc., etc. Donc il y a toute cette gouvernance qui s'est mise derrière et toute cette utilisation de la main-d'œuvre qui a pu être libérée de la corvée d'eau qui les occupait toute la journée pour faire la navette de l'eau potable pour le village. Merci Monsieur Pierre-Roger, donc c'est très éclairant. Si vous voulez, Monsieur Traiano, je vais vous donner la parole après, monsieur. Vous m'avez dit largement, parce que là, après... Non, mais je crois qu'on a, pas pour être chauvin, mais le bel exemple du syndicat des eaux d'Île-de-France. Alors, c'était un peu compliqué au début, quand en 1986, on a décidé, sous l'impulsion de Christian Cambon et d'André Santini, de distraire 1 centime de franc par mètre cube d'eau. Et puis, au forum de Mexico, le président Santini a dit qu'il doublait. Et au forum de Marseille, on a rajouté aussi, aujourd'hui, on est à 1 centime d'euro. Donc, on a quasiment multiplié par 7 la contribution. Et on accompagne effectivement par un peu de communication. Et les franciliens, celles et ceux des communes qui adhèrent à ce syndicat important, 149 communes aujourd'hui, 4 400 000 habitants, savent qu'on a réussi, c'est cette année, à faire du 1 pour 1. C'est-à-dire que nous alimentons en Île-de-France 4 400 000 habitants en eau potable et dans différents pays, essentiellement d'Afrique subsaharienne et un petit peu aussi d'Asie, 4 400 000 habitants qui sont préservés aujourd'hui grâce à cette action des maladies hydriques. Mais je crois qu'il faut rendre hommage au côté un peu pionnier et osé parce que, encore une fois, il faut le rappeler, nous étions jusqu'en 2005, jusqu'à ce qu'il y ait la loi Oudin-Santini, le sénateur Oudin, le député Santini, qui permettent de distraire un petit peu de cet argent qui devait, les recettes de l'eau devant aller à l'eau, mais aussi pour des opérations de coopération décentralisée. Et ce point mérite d'être souligné. Et puis, bonne nouvelle, je crois que les syndicats intercommunaux sont très bien placés, parce qu'il y a l'effet de taille, pour allier au sentiment de générosité celui d'efficacité. Et hier, événement du forum, 5 grands syndicats de traitement d'ordures ménagères, syndicats d'énergie, gaz, électricité, syndicats d'assainissement, syndicats d'eau potable, ont décidé de se lancer ensemble dans la coopération décentralisée. Je crois que c'est une des bonnes nouvelles de ce 7e forum de l'eau.
Merci beaucoup. Et donc, Monsieur Oumadi, si vous voulez bien maintenant témoigner justement de la position d'un élu et d'un responsable de service donc, aux Comores, et savoir comment vous débrouillez pour justement assumer cette gestion de l'eau aux Comores, et quel appui vous serait nécessaire éventuellement pour encore mieux faire dans l'île d'Anjouan. Et donc, Monsieur Oumadi, merci d'être parmi nous. Bon, merci. D'abord, j'aimerais vous faire reconnaître que aux Comores, et spécialement sur l'île d'Anjouan, c'est à cause de l'absence totale de l'État dans la gestion des réseaux que nous avons pris l'initiative d'appeler les populations à se constituer en association pour la prise en charge des réseaux. Donc ce travail a été fait pendant 10 ans avec l'appui de l'AFD, l'Agence française de développement, avec un premier projet, le PAGEC, le projet d'appui à la gestion de l'eau Comores, durant laquelle nous avons pu mettre en place les structures de base et puis instruire le schéma directeur pour des régions prioritaires afin de rechercher les financements. Et il y a eu des acquis. Par exemple, la population a été d'accord de quitter le mythe de ne plus payer l'eau et ils ont accepté de payer. Donc, ils avaient posé comme condition, il faut qu'on ait un service de qualité d'abord et un approvisionnement régulier avant de payer. Donc on s'est basé sur ça et on a continué les discussions avec l'AFD. Il y a eu un deuxième projet, le projet réseau, un projet de renforcement de capacité. Ça, c'était aussi une expérience où nous avons mis en place 2 villages pilotes. Sur ces villages, encore, on a testé et ça commence à marcher parce que déjà ces 2 villages sont autonomes malgré que l'eau n'est pas encore traitée. Donc il nous manque juste un appui sur le traitement de l'eau pour qu'il passe au volume. Parce que déjà sur ces 2 petits villages, nous avons déjà des branchements d'environ 500 branchements. Ils payent au forfait en attendant que l'eau soit traitée avant de passer au paiement au volume. Ensuite, avec ce renforcement de capacité, l'AFD a encore intervenu et a mis en place le premier projet moderne des Comores sur l'île d'Anjouan, ce qui a bien satisfait la population anjouanaise et a animé beaucoup plus la volonté de payer. Donc ce projet, c'est un projet moderne doté d'un captage, d'une station de traitement, station de pompage d'abord, et puis une station de traitement. C'est environ le coût du projet, c'est à 4 200 000 euros. Donc ça assure l'approvisionnement dans 6 villages, sur village de 16 000 habitants. Donc là, nous avons mis en place des structures de gestion locales pour prendre en charge la pérennisation. Donc on a commencé d'abord par faire un comité intervillageois qui s'occupe de la production et du maintien, de la maintenance du réseau primaire. Et puis on a mis en place encore le comité de gestion au niveau des villages qui facture l'eau, qui vend aux usagers et qui paye le service au CIVG pour assurer la production. Et là, nous avons encore des difficultés parce qu'avec des services bénévoles, c'était pas facile vraiment et c'est pas facile surtout de faire fonctionner. Donc avec encore l'appui de l'AFD, on a fait venir l'ISA qui nous appuie actuellement pour nous appuyer à chercher l'équilibre entre recettes et dépenses afin de pouvoir assurer la pérennité des ouvrages. Donc ça encourage. Et maintenant, on se demande, la population est animée et la demande est forte au niveau du village. Mais comment faire puisque nous avons un défi. Notre défi majeur, c'est la pérennisation de l'association. La pérennisation de l'association, parce que jusqu'à présent, on vit juste avec les subventions des projets. Donc, c'est sur le fonds propre de l'UCA, on peut assurer que la gouvernance de l'association, c'est-à-dire la tenue des réunions, les assemblées générales, le reste, c'est encore des subventions des projets. Donc, on se demande aussi, puisqu'il n'y a pas l'implication de l'État dans ces affaires-là, et qu'on continue toujours à vivre avec les projets, il faut nous repositionner. Parce que, par exemple, pour chercher à avoir les autorisations d'exploitation des sources pour un projet de l'État, c'est difficile d'avoir un petit document. On se demande
dans ce contexte institutionnel actuel, est-ce qu'on pourra continuer? Mais Dieu merci, avec la loi de la décentralisation qui a été déjà promulguée, nous avons vu là déjà un couloir pour nous repositionner. Et c'est maintenant nos interlocuteurs directs vont être les collectivités locales qui sont responsabilisées dans la gestion des réseaux. Donc on commence un peu à être tranquille en espérant que si nous allons entamer encore ce virage, c'est l'appui maintenant aux collectivités locales pour continuer à rechercher les financements. Et on a discuté ensemble déjà avec certaines autorités locales parce que depuis l'indépendance du pays, l'accession à l'indépendance, c'est la première fois qu'on vient d'élire des maires élus. Donc c'est un espoir déjà pour ouvrir déjà ce partenariat local avec notre association. Donc aussi sur la base de la décentralisation et de la coopération décentralisée que nous allons compter pour continuer les recherches de financement et avoir un renforcement sur les capacités d'assurer la maîtrise d'ouvrage. Merci Monsieur Oumadi. Donc on voit là, une splendide station de traitement. Donc on voit quand même que les équipements sont pas mal du tout. Hein. C'est un projet sur Slima qui a une très belle station qui a été financée donc par l'AFD en très grande partie. Et donc sur ce projet, il y a une continuité à avoir sur la gestion et qui ne pourra être faite que par l'appui de collectivités et ou d'une autre forme de coopération. Et là, je voudrais effectivement vous donner la parole. Monsieur Pierre Auger, je vois impatient, donc c'est très bien. Mais tout à fait, parce que là, c'est comme je dis, quand nous partons avec le cœur au départ, avec sur l'aspect de la solidarité, venir à d'aide, etc., etc. Mais après quelques années d'expérience, on s'aperçoit que très vite, il faut étudier quel appui institutionnel sur place il y aura pour continuer la pérennité des investissements que nous avons faits. Et effectivement, immédiatement, on tombe très vite sur la nécessité de trouver une gouvernance et d'aider, parce qu'on ne va pas mettre à leur place, écouter les gens, mais de les aider comment on peut mettre en place cette gouvernance pour assurer la pérennité sans faire de l'ingérence sur leur institution, sur leur façon de travailler, etc. Mais leur faire comprendre dès le départ qu'on vient pour investir en solidarité, etc. Mais on vient à une condition, c'est qu'on engage immédiatement comment on pourra assurer la pérennité de ces investissements, donc par leur gouvernance à eux, par leur propre gouvernance à eux. Alors nous, on a le modèle français qui ne doit pas être si mauvais que ça, puisqu'on est appelé dans beaucoup de pays, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, pour mettre en place notre système de gouvernance par bassin, par sous-bassin, avec des redevances, etc., etc. Mais après, s'ils ont une autre idée ou s'ils ont d'autres institutions en place, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, leur faire prendre en compte immédiatement qu'il faut qu'il y ait ce souci de la gouvernance derrière. Messieurs, sur cet aspect de la maîtrise d'ouvrage locale, du savoir-faire sur la gestion des services, je crois que vous en avez parlé, mais vous êtes... Je crois qu'il faut insister dessus. C'est dans la sélection des projets au syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est un peu, sans jeu de mots, le goulot d'étranglement. Et nous finançons par priorité des projets auprès d'autorités locales qui ont prévu sur le prix de l'eau de financer un contrôle d'exploitation. Parce qu'effectivement, on a tellement vu des installations qui étaient mises en service et puis quelques mois après périclitées. Et une des grandes fiertés du syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est, si je disais toutes, j'exagérerais, mais plus de 95% des 225 installations qui ont été réalisées fonctionnent encore aujourd'hui. Avec des fois des choses très très simples. Ce sont des pompes manuelles, ce sont des puits, ce sont des réseaux gravitaires. Ce qui semble essentiel, c'est de ne pas arriver en pays conquis, d'être très respectueux des autorités locales, même si parfois elles sont un peu compliquées pour nous à comprendre, mais d'être très respectueux des autorités locales et de se mettre à leur place. Est-ce que nous, on apprécierait de voir des gens arriver, nous dire qu'on n'a rien compris et qu'on sait tout faire? Pas du tout. Bon. Donc je crois que c'est le jeu. Et après, la pérennité, c'est effectivement la clé du... Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur
le rôle des femmes avec le petit carnet, où elles notent tout. Et à partir du moment où, en Afrique subsaharienne, vous avez des femmes avec des petits carnets qui notent, c'est déjà gagné. Ça veut dire que le côté pérenne, le côté prix de l'eau, le côté il va falloir entretenir pour que ça continue à fonctionner, pour qu'on ait cette garantie d'approvisionnement en quantité et en qualité. Là, un grand pas a déjà été franchi, même sur des micro-projets. Juste une chose peut-être là-dessus, c'est que effectivement cette question de la gouvernance est très importante. Bien évidemment, dans le cadre des rapports que nous avons sur les projets, on essaye avec des associations, des ONG, des interlocuteurs sur place de construire ces gouvernances. Ceci étant, personnellement, je pense qu'on est quand même, au regard de l'enjeu qui est posé sur cette question de l'eau, de l'accès à l'eau, du nombre de personnes, on est à pratiquement 2 milliards de personnes qui sont confrontées à cette question de l'accès à l'eau et de son traitement. Si on veut avancer, je pense que ça interpelle bien sûr le cas de la coopération locale, ça interpelle aussi les Nations Unies. C'est-à-dire que la capacité que... les Nations Unies ont attendu quand même 2010 pour reconnaître l'eau comme un enjeu majeur de développement et un enjeu décisif d'accès à tous les autres droits. S'il n'y a pas l'accès à l'eau, il n'y a pas l'accès à tous les autres droits. Donc 2010, c'est quand même tout à fait récent. Et je crois que les Nations Unies ont aussi un rôle à jouer de façon à ce que, en direction des gouvernants et de la gestion de notre planète et des différents pays, ils puissent être plus fortement incitateurs d'un travail, d'engagement d'État sur ces questions-là. Parce que, je prends pour rebondir sur les Comores, quand on a un État qui ne s'occupe pas de cette question-là, qui ne tient aucun de ses engagements, à un moment donné, je dirais, ça ne pourra pas fonctionner durablement. La bonne volonté, ce que nous on va faire avec le CEDIF ou avec... on va régler le problème de tel endroit, mais à côté, on va rester en jachère. Et donc, il y a besoin d'avoir cette alliance entre cette coopération décentralisée que nous menons, y compris pour donner de l'efficacité à cette coopération décentralisée, qu'elle s'inscrive aussi dans une volonté plus globale, appuyée par les autorités nationales, l'ONU, de façon à donner une pleine efficacité aux bonnes volontés qui s'exercent de la part des populations, de la part des élus locaux, pour relever ce défi majeur. Sinon, à un moment donné, on va bien sûr faire des choses nécessaires, des choses utiles, commencer à créer des dynamiques locales, mais qui, au regard des enjeux et de l'importance des enjeux qui sont devant nous, ne nous permettront pas d'inverser de façon suffisamment structurelle et rapide cette question d'accès à l'eau et de traitement de l'eau auquel on est confronté dans notre monde. Et en plus, je pense que, comme c'était dit tout à l'heure, on voit que dès qu'on traite la question de l'eau, c'est la question du développement du pays qui est traitée, qui se traite avec. Parce que ça libère du temps, ça permet de contribuer à l'autonomie alimentaire, parce que y a des cultures qui se mettent en place, etc., etc. Et donc on voit bien qu'on n'est pas sur une petite question, et je crois que l'exemple que nous produisons à travers ces coopérations décentralisées que nous initions, il faut aussi qu'on se mette dans une dynamique pour éveiller les consciences, y compris de nos gouvernants. Et je terminerai par là en disant qu'il va y avoir la COP21 au Bourget à la fin de l'année, du 30 novembre au 10 ou 11 décembre. Je crois que ça peut être là un moment où
toutes les principales nations vont être là, où cette question de l'eau, à partir du travail que nous menons, prennent, je dirais, une dimension et des engagements plus résolus pour faire évoluer structurellement la situation. Merci. Oui, c'est une question effectivement fondamentale et très importante, ce lien déjà entre les différentes formes de coopération, parce que maintenant il se fait de mieux en mieux et de plus en plus, et c'est salutaire, parce que les leçons qui ont été apprises à travers un certain nombre de grands projets, et inversement à travers un certain nombre de projets de taille plus modeste, mais plus en phase avec les besoins, ont pu être échangées et mieux comprises. C'est pas encore totalement fait, mais ça vient. L'autre enjeu qui me paraît moi extrêmement important, c'est que sur une autre dimension dont on a peu parlé là, mais la dimension de l'assainissement, où on est sur des longues durées de changement de comportement. On sait que les investissements vont se faire petit à petit, qu'on va couvrir de plus en plus, mais avec des modestes moyens, parce que les États n'ont pas les moyens de le faire. Donc il y a tout un travail de sensibilisation au fait que ces États mettent quand même le minimum de moyens dans ces politiques-là. Et donc, travailler sur ces questions, vous avez raison, c'est extrêmement important. Maintenant, il faut que les exemples durent, par contre. Et donc, c'est dans la durée de ces exemples, dans le fait que vous êtes des témoins sur une quinzaine d'années, maintenant une vingtaine d'années. Et c'est ça qui a permis, je dirais, l'argumentation et le fait de pouvoir discuter. Moi, je me souviens d'une époque où on ne pouvait pas rentrer dans certaines instances. Où les ONG ou les collectivités où on ne pouvait pas pénétrer dans les instances de décision qui étaient prises, ma foi, dans des cercles, on ne sait pas lesquels. Maintenant, c'est plus le cas. Effectivement, il y a un débat, il y a moyen d'alimenter les critères post-2015 sont discutés avec les collectivités, avec les ONG, avec des parties prenantes de partout. Donc il y a une vraie dynamique, effectivement. Ce qui me paraît très important de voir, c'est comment nous, en France, on peut quand même avoir justement plus de visibilité sur cette action que l'on mène depuis longtemps et que tous ensemble, on parvienne à une communication plus claire et plus importante là-dessus. Alors on nous a dit à un moment qu'on n'avait fait que capitaliser sur des chiffres, c'est-à-dire dire il y a tant de millions et tant voilà. Je pense qu'on a de quoi faire de la capitalisation sur du qualitatif et ce à quoi ça a servi et comment ça a servi et pourquoi ça a servi. On a tous chacun des capitalisations, chacun chez soi. Vous avez tous fait des évaluations, vous avez tous des suivis. Et donc les mettre en valeur et en lumière, est-ce que vous seriez d'accord et de quelle manière? C'est un peu la question que je souhaiterais vous poser. Voilà. Écoutez, je veux dire, nous, on pas tout ramener au CEDIF, pour ne pas être désagréable, mais nous sommes heureux de pouvoir annoncer 4 400 000 habitants dans les pays d'Afrique les plus en difficulté, qui aujourd'hui, grâce à l'action menée depuis 30 ans, sont préservés des maladies hydriques et ont accès à une eau potable. Ça, c'est un résultat qui dépasse le centime d'abord ou le centime d'euro par mètre cube d'eau, même si cette année, ce sont 2,3 millions d'euros qui seront consacrés à ces opérations et que nous allons dégager jusqu'à 2021, 16 millions d'euros pour de la coopération décentralisée. Mais encore une fois, donc tout à l'heure, je le reconnais bien là, il disait c'est pas assez, mais je rappelle quand même qu'avec le recul de l'année prochaine de 30 années du syndicat des eaux d'Île-de-France sur ces opérations, nous avons fait 20 années de résistance et de clandestinité où nous n'avions pas le droit de le faire. Donc, voilà. Et donc, je crois que je pense que cette loi Oudin-Santini doit être aujourd'hui bien regardée comme étant le déclic qui permet de s'organiser encore mieux. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. Il faut donner de la lisibilité à cette politique, pas seulement à l'aligner des mètres cubes d'eau et des millions d'euros. Il faut aligner l'essentiel, c'est-à-dire des êtres humains, celles et ceux qui aujourd'hui ont une vie plus confortable. Et puis, comme ça a été dit, c'est le début d'un déclic. Et lorsqu'on a un accès à l'eau qui est pérenne, c'est le début du développement raisonné d'une région et c'est le début du développement raisonné de l'homme et de la femme. Merci beaucoup. Monsieur Ouzoulias, peut-être un mot? Non? Sur cette visibilité de l'action Non, mais peut-être vous êtes arrivé au bout, là, je sais pas. Non, vous voulez continuer à débattre, non? Ah, on va continuer parce qu'on va donner la parole à la salle pour qu'ils puissent vous poser des questions. Non, je voulais dire une chose, parce que bon, là, tout a été dit. Je suis allé il y a quelques années au Niger.
Oui, j'en parle toujours avec émotion parce que on peut plus y aller. Hein. Bon. Pour les raisons que l'on sait. Je veux dire, installer des latrines, un point d'eau, pour nous, c'est rien. J'ai vécu ça quand j'étais jeune, moi, les latrines à l'extérieur, dans un pays qui s'appelle la Corrèze. On n'était pas toujours bien équipés. Et je me suis... Et un point d'eau, donc les enfants étaient là. Ils ont fait une démonstration comment se laver les mains, parce qu'on avait travaillé, Cléo est bien au courant de ce programme, fait que les femmes fabriquent du savon aussi. Et puis on avait sorti un petit film pour expliquer que maintenant qu'il y a des latrines, maintenant qu'il y a telle et telle chose, on ne fait plus ce qu'on faisait par le passé. D'ailleurs, il faut changer aussi d'habitude. Il faut changer les habitudes. Et les enfants étaient là réunis avec les adultes. Tout le monde s'est mis à chanter. Et franchement, on était pris d'émotion et j'ai pas l'habitude de pleurer, j'ai pleuré. Mais je dois dire que ce que nous faisons là, parce que le Niger est confronté quand même, comme vous, au Burkina Faso, hein, toute cette Afrique subsaharienne, à des extrémismes et d'une façon qui se développe, reconnaissons-le. Et être là et leur montrer qu'il y a d'autres issues, d'autres possibilités, je trouve que c'est fondamental, c'est très important. Ça dépasse le problème des maladies hydriques, c'est important. Mais leur dire, non, mais vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas abandonné, il y a des solutions, il y a des possibilités. Alors on peut toujours s'interroger, je le dis aussi, comment on a pu laisser ces pays dans des états pareils, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Parfait, c'est très bien. Monsieur Bazier, Monsieur Jean Bosco Bazier va nous quitter, donc on va lui donner la parole. Et après, je vous encourage à poser des questions aux intervenants si vous le souhaitez, pour justement avoir un peu plus d'informations et de compréhension sur ces dispositifs. Oui, merci. Je vais m'excuser pour partir parce que je dois intervenir dans une autre session. Et je prends justement M. Ouzoulias pour dire que c'est effectivement dans les moments difficiles qu'on reconnaît aussi ses amis. Et c'est pour ça que votre appel sonne vraiment comme, je crois, un cri de cœur, pour dire que c'est d'ailleurs maintenant qu'il faut montrer, au contraire, que nous sommes ensemble dans cette humanité commune. Voilà, c'est très important. Je voudrais revenir sur la question de la gouvernance. Vous en avez beaucoup parlé et je crois que c'est un aspect extrêmement important pour l'avenir même de la pérennité de tout ce qui est, de toutes les actions qui sont engagées, et y compris pour le rôle des ONG d'appui. Et effectivement, les ONG n'ont pas du tout pour rôle aussi de rester là indéfiniment. Ce sont des collectivités locales comme vous, organisées avec aussi leurs différentes institutions, y compris techniques, pour prendre en charge donc la fourniture des services sociaux aux citoyens qui doivent se construire. Bien sûr, actuellement en Afrique, nous sommes encore appelés à aider tout ça à se mettre en place, mais nous sommes aussi appelés à laisser justement cette place. Et d'ailleurs, le projet de Zorgo le montre. Il n'existait pas au début du projet Zorgo de service technique communal haut, mais le projet a aidé à le faire émerger avec les premiers salariés. Le projet a amorcé la pompe en prenant en charge une partie de leur rémunération. Et puis aujourd'hui, leur rémunération est entièrement inscrite dans le budget de la commune, qui est couverte entièrement et à 100% par les ressources locales. C'est un peu cette démarche. Je crois que c'est pour ça que vous avez beaucoup insisté sur la notion de gouvernance, pour laquelle il ne faut pas l'oublier dans le montage des projets. Et je suis content que vous ayez aussi un regard extrêmement important là-dessus, pour veiller à ce que cette partie de gouvernance soit effectivement budgétée, prise en compte dans les opérations qui sont menées, parce que c'est ça qui montrera que finalement, ce que vous faites a vraiment des résultats et un impact concret sur le terrain. Donc voilà, en tout cas, bon courage à nous tous pour ce qu'on a devant nous. Merci. En tout cas, tu as déclenché les feux, là. Je ne sais pas ce qui... beaucoup d'émotions chez les robots.